Chers amis, bonjour. Vous êtes peut-être étonnés de me voir car normalement cette émission est animée par notre ami Patrick PL. C'est aujourd'hui Olivier François. Hélas, certains fans de Patrick PL regretteront. Et nous n'allons d'ailleurs pas consacrer cette émission, cette année-là, à une année en particulier, puisque vient de sortir un hors-série important, je pense, d'éléments consacrés à la pensée unique. La pensée unique, le terrorisme intellectuel, c'est un vieux combat d'éléments. Enfin, c'est un vieux combat contre la pensée unique et le terrorisme intellectuel. Pour parler de ce hors-série, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Aimant, rédacteur en chef, qui ouvre d'ailleurs le dossier, hein, vous nous en parlerez. Oui, avec plaisir. Daoud Bourrezala, qui est bien connu de nos téléspectateurs et des lecteurs d'éléments. François-Xavier Consoli, que j'ai déjà reçu le mois dernier. Vous êtes un collaborateur régulier d'éléments. Vous collaborez aussi à cette maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Verbe Haut, avec Sylvain Durin. Vous êtes l'auteur de 2 livres que vous retrouverez, La République contre la France, Les Aventuriers, et voilà. On consacrera un entretien à François-Xavier Consoli un jour sur TV Liberté. Notre ami Rodolphe Carte, sorélien, toujours souverainiste révolutionnaire, comment on pourrait vous définir? Oui, nationaliste. En tout cas, vous n'êtes pas dans la ligne de la pensée unique. Non, voilà. Pas trop. Ni de la pensée unique de droite, ni de la pensée unique de gauche, d'ailleurs. Exactement. Vous essayez de vous mettre un peu à l'écart, exactement. Alors, cette pensée unique, ça fait très longtemps qu'on en parle dans Éléments, puisque un des premiers articles, d'ailleurs, de notre Alain de Benoît, notre cher Alain de Benoît, sur la question, est paru dès le début d'Éléments, enfin, dans les années 70, où il voyait naître le terrorisme intellectuel. Élément a été à plusieurs reprises victime de terrorisme intellectuel. Je parlerai de deux moments importants, à la fois en 1979, évidemment, avec la grande campagne de presse contre la nouvelle droite, menée notamment par le Nouvel Observateur, par Jacques Attali, déjà, et un peu plus tard, à l'époque de 93 et des Rouges-Bruns, puisque le fameux complot rouge-brun, l'introuvable complot rouge-brun, Éléments et Alain de Benoît et la Nouvelle Droite avaient été mis en cause par un certain Edwy Plenel, dont on peut dire qu'il est une des incarnations moustachues de la pensée unique. Est-ce qu'on pourrait d'abord, ce terme pensée unique, est-ce qu'il vous convient? Parce qu'au fond, la bonne pensée, il y a des inquisitions intellectuelles, il n'y a pas simplement une pensée unique. Il y a plusieurs pensées uniques, on pourrait dire ça. Oui, il y a plusieurs pensées uniques. Il y a une pensée unique dominante, on va dire. À chaque période de l'histoire, il y a toujours eu des pensées dominantes. C'est-à-dire qu'un ensemble d'idées, de valeurs, de principes qui sont partagés par les élites à un moment donné et qui donc structurent la société. Cette pensée dominante, elle peut évoluer au fil du temps. Il y a pu avoir des pensées dominantes patriotes et nationalistes à certaines périodes de l'histoire, puis plus multiculturelles, cosmopolites. Et ce sont des pensées dominantes, mais qui ne sont pas exclusives et qui peuvent encore tolérer quelques pensées réfractaires, quelques pensées dissidentes à la marge. La pensée unique, c'est une radicalisation de cette pensée dominante. C'est-à-dire que c'est quand cette pensée dominante devient une pensée autoritaire, une pensée presque totalitaire, et qui se met justement là à refuser toute contestation, tout débat, toute pluralité. Donc c'est ce glissement d'une pensée dominante à la pensée unique qui fait la spécificité, à notre sens, de la pensée unique dont nous avons voulu parler dans ce hors-série. Alors peut-être préciser pour les téléspectateurs un peu le principe du hors-série d'éléments. C'est un choix d'articles déjà paru dans la revue. C'est une rétrospective autour d'un thème sur l'ensemble de la collection d'éléments, donc plus de 50 ans de revue éléments, dont nous extrayons les articles qui nous paraissent les plus intéressants, les plus significatifs sur cette thématique que nous avons choisie. Donc il y a eu déjà, c'est le 3e hors-série, il y a eu un premier hors-série sur les sagesses païennes, un second sur notre Russie, et donc celui-ci sur la pensée unique. Donc 50 ans d'articles, d'éléments sur ce combat pour la liberté d'expression. Vous, Daoud Bourrezala, vous avez été victime de la pensée unique. Est-ce que vous l'avez vu très vite dans vos études? Notamment, je crois que vous êtes passé par la rue Saint-Guillaume, Sciences Po. Oui, mais j'ai Est-ce qu'à Sciences Po, vous avez rien vu? Non, j'ai vu, mais spectateur, mais je déteste me définir comme victime, donc non. Non, mais pas de victime, mais oui. Spectateur de la pensée unique. Oui, spectateur à plus d'un titre. Alors moi, ça commence à dater, puisque j'ai fait mes études il y a 15 et 20 ans.
Et à bien des égards, le champ intellectuel et politique de l'époque était bien moins ouvert qu'aujourd'hui. Il y avait pour le coup une pensée médiatique beaucoup plus unique. L'unanimisme Sciences Po, tendance Richard Descoings, une espèce de préfiguration du macronisme avant l'heure, était bien plus hégémonique qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout une contre-pensée unique de droite, peut-être, qui s'est formée, libérale, conservatrice, enfin l'Empire Bolloré, etc. Tout ça n'existait pas, hein. Donc finalement, je parle comme un ancêtre, mais ce que je décris d'ailleurs dans un des articles de l'anthologie autour du wokisme dans la publicité était peut-être bien plus arrogant et dominateur il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, il y a peut-être une pluralité de pensée unique. Et là, dans ce cas-là, il faut faire attention et à ne pas, à son tour, sombrer dans une forme de pensée automatique. La pensée gramophone, pour parler comme Orwell. Quels sont, selon vous, là je m'adresse à François-Xavier Consoli et à Rodolphe Carte, les instruments de pression de cette pensée unique? Parce que cette pensée unique, elle a besoin d'avoir des soldats. Elle a des soldats d'ailleurs, elle a des armes. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques Je pense, sans se présenter comme une victime, c'est ce que vous avez tout à fait raison, il ne faut pas du tout avoir cette optique-là. Mais d'un point de vue professionnel, encore plus dans les métiers dits intellectuels, ça se sent énormément, c'est très pressurisé. Moi, je donne aussi un exemple, par exemple, au moment, c'est un truc assez concret, mais ça m'a amusé sur le moment. Mon premier bouquin, qui est l'objet qui au départ était un mémoire, a été validé par des profs. J'étais à la fac de droit à Nancy et il s'est avéré que après mon passage, mon soutien mémoire, tout ça, j'ai été convoqué par le doyen en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur ?» Oui. Comment on a pu valider un tel sujet, etc. Oui. Bon, et je dis, écoutez, si c'était validé, c'était validé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, mais non, mais les profs n'auraient jamais dû vous valider ça. C'est scandaleux, etc. Vous reprenez un petit peu votre exemplaire et puis débarrassez-moi le plancher, il n'y a rien à voir. Bon, donc, la pensée unique, ou en tout cas, la sommation à penser comme ça. Voilà. C'est ça, moi, que j'ai retenu avec ce genre d'expérience, pas que, hein, mais c'est qu'on est obligé de penser comme ça parce que si vous pensez en dehors des clous, mais mon pauvre ami, rendez-vous compte. Donc le niveau 1 vous dira attention à toi parce que ça risque de tomber dessus, même si je ne suis pas forcément en désaccord. Et puis le niveau 10 dira dehors immédiatement parce que mon cher ami, mais vous n'avez absolument rien à faire là, vous pensez mal. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dès lors on est un petit peu honnête intellectuellement, c'est en fait qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Essayons de discuter. Et puis on verra. Si ce que je dis est faux, c'est faux. Mais prouvez-moi que c'est faux. Et le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, à la fin, on ne pense plus. Ne peut-on pas dire qu'aujourd'hui, cette pensée unique, au fond, s'allie aussi avec l'ignorance et la bêtise? Récemment, il était question de Maurice Barrès, je ne sais plus pourquoi, sur France Inter, et un journaliste de France Inter déclare « Oui, Maurice Barrès, cet ancêtre du nazisme ». Ce qu'un homme des années 60, un journaliste même de gauche des années 60, n'aurait pas dit cette bêtise absurde, parce que d'abord, il était cultivé, il savait que Barrès, ancêtre du nazisme, c'est aberrant. Qu'est-ce que vous en pensez, François-Xavier Consoli ? Moi, en tant que Lorrain, c'est sûr que voilà. Barrès, ça me parle un peu. Mais ce que je trouve hallucinant, on parlait de la bêtise tout récemment, mais la bêtise, elle est confortable. Parce que vous voyez, quand vous avez ce genre de formule, Barrès égale nazisme, est-ce qu'il y a besoin de se casser le tronc? Oui. Non, on affirme, voilà, c'est comme ça, etc. Et puis ça tombe bien parce que l'auditeur de France Inter n'en sait rien, il n'a pas lu Barrès, il ne creusera pas. Et puis de toute façon, à partir de là, c'est réglé puisque c'est du nazisme, donc je n'irai pas lire Barrès. Mais par contre, en dîner, il dira, oh là, tu as lu Barrès, mais attention, j'ai entendu sur France Inter que c'était du nazisme. C'est confortable, c'est super confortable. Rodolphe Carte. Oui, moi j'ai vu un exemple assez concret de pensée unique, c'est sur les dossiers géopolitiques. On a connu une accélération justement de ces situations avec le conflit russo-ukrainien puis israélo-palestinien. Et c'est vrai que moi, quand j'ai analysé notamment la production médiatique des néoconservateurs, où on voyait un chant à l'unisson justement de tous ces éditorialistes de plateau ou même de colonnes, je m'étais renseigné par exemple sur l'époque de 99, au moment des bombardements sur la Serbie. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a vu par exemple cette opposition à la guerre en Europe avec le magazine La Grosse Bertha, ou en tout cas la feuille La Grosse Bertha. Et parmi les signataires, on trouvait des personnalités de droite, bien évidemment, mais aussi des personnalités de gauche comme Gisèle Halimi. Donc on voyait
ou en tout cas une possibilité pour des intellectuels, des penseurs, des scientifiques installés à droite ou à gauche sur l'échiquier politique, cette capacité quand même à aller au-delà de ces divergences pour parfois se rejoindre sur des sujets. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces parois sont bien hautes, en tout cas qu'on les enjambe plus du tout, en tout cas. Alors j'aimerais peut-être qu'on fasse... Oui, Daoud. Olivier, puisque vous évoquiez Sciences Po et l'ignorance qui font bon ménage de plus en plus, vous m'avez remémoré en fait ce séminaire qui s'appelait Haine de la démocratie, haine avec un S, où deux mandarins parfaitement capés, peut-être bac plus 10 ou 12, sciences politiques, philosophie politique, etc., finalement mettaient dans un même brouet tous les méchants, c'est-à-dire tous les critiques de la démocratie libérale, en faisant au passage l'économie du contexte d'énonciation de l'histoire des idées politiques. Donc ça allait de Joseph de Maistre, Jacques Rancière, l'extrême gauche, il pouvait avoir un peu d'Alain de Benoît, voilà. Et donc ça montre bien que, évidemment, tout cela n'est pas innocent, puisque Rodolphe évoquait le dépassement du clivage droite-gauche. Que ce soit sous l'étiquette rouge-brun, etc., on peut facilement stigmatiser. En fait, c'est ça que l'ignorance est parfois feinte, ou en tout cas mise en scène ou favorisée aussi avec un plan politique assez précis. Oui, oui. Donc elle est parfois... C'est une ignorance feinte, en effet. C'est une stratégie. Surjouée. Ou instrumentalisée, oui. Oui. Ouais. On pourrait peut-être faire une généalogie de cette pensée unique, puisque nous sommes en France, pays des idées de la Révolution française et des Lumières. Ce qui me marque, c'est qu'au fond, le discours ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait lire dans la presse révolutionnaire à l'époque. Rechercher le suspect, en fait. François-Xavier Consoli, parce que vous avez écrit un livre sur la Révolution française, c'est ma marotte. C'est un peu la matrice de cette pensée unique, selon vous, non ? Alors, c'est pas selon moi, mais en tout cas, selon les contre-révolutionnaires que vous avez étudiés. Quelque chose qui est quand même flagrant, c'est que la Révolution française est la mère des totalitarismes. Et le totalitarisme, il est d'abord avant tout intellectuel. Si on impose une idée, si au nom de la morale, du juste, du beau, du vrai, de l'humanité, etc., mettez ce que vous voulez, il faut penser comme ça. Mais celui qui va se permettre de penser autre chose, on lui rentrera dans le lard immédiatement. Au mieux, au pire, il finira sur l'échafaud. Donc il y a bien une continuité, effectivement, et depuis la Révolution française, il y a cette espèce de terrorisme intellectuel qui consiste à dire « mais vous osez remettre en question les bienfaits de l'humanité ? Vous osez remettre en question la juste marche de l'histoire ?» Mais c'est intolérable, ça. Parce que l'accomplissement de l'humanité et cette idée révolutionnaire, celui qui s'y oppose est hors humanité, en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, j'aimerais insister sur le fait qu'on peut penser que la pensée unique, c'est quelque chose d'un peu difficile à penser, mais justement c'est quelque chose d'éminemment concret à mon avis. On a parlé bien évidemment du bannissement social qu'on peut subir. On peut aussi parler des comptes bancaires qui sont arrêtés du jour au lendemain. Je pense à une association qui nous est chère à Éléments, qui est l'Institut Iliade, par exemple, qui a subi des fermetures de comptes. On peut penser libertés, bien évidemment. Ça, il faut y venir un peu, parce que c'est vrai que une partie justement des militants, on va dire, engagés politiquement, qui subissent aussi des fermetures de comptes, aussi des opprobres sociales. Et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, on voit que le système, alors c'est toujours un peu valise, mais prends-le dans sa conception, ou en tout cas dans sa compréhension large. C'est vrai qu'aujourd'hui, le logiciel, ou en tout cas les expressions qu'on pouvait entendre, l'Europe c'est la paix, l'immigration est une chance, ne passent absolument plus. Mais on voit par contre que sur le dossier juridique, par exemple, on a un certain serrage de vis. J'ai vu qu'Aurore Berger avait lancé justement et annoncé maintenant qu'il y aurait en place une répression comme ça sur les réseaux sociaux, de paroles dites violentes, de haine, donc mettez tous les adjectifs derrière qu'il faut. Et même j'ai envie de dire qu'on voit aujourd'hui une gestion des populations par la peur, par les grands mythes mobilisateurs de la peur. La République n'arrive plus aujourd'hui à créer des mythes mobilisateurs nationaux, donc elle va créer des mythes par la peur. C'est le Covid, c'est la Grande Russie aussi, ou c'est même d'autres choses. Mais on voit qu'aujourd'hui, la peur, la pensée unique, c'est un système tout à fait, à mon avis, concret. Ce n'est pas qu'une chose comme ça dans l'idée, ou en tout cas dans les idées, ou dans l'histoire des idées. Elle prend cette pensée unique parfois des formes tristement cocasses, puisque jadis, l'intellectuel de gauche pétitionnait pour demander la libération de tel résistant ou de tel homme persécuté. Aujourd'hui, l'intellectuel de gauche pétitionne pour interdire et pour exiger en fait l'emprisonnement presque. On l'a vu, l'affaire Richard Millet ou d'autres affaires où des gens pétitionnaient pour interdire, ce qui est quand même, quand même inédit. C'est une inversion en fait des problématiques, et c'est un durcissement
à mon avis, en effet, difficile à nier. On voit bien que, on le voit d'ailleurs très bien dans ce numéro hors série, de l'évolution des choses. On voit que des gens comme Alain de Benoît, qui était couramment invité dans les médias dans les années 70 jusqu'au début des années 80, sont maintenant quasiment bannis, à de très 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 rares exceptions près. On voit bien en effet que les pétitions n'ont plus pour but que d'interdire, que de faire taire les voix dissonantes et discordantes. Et c'est d'ailleurs pour ça que la nouvelle droite s'est retrouvée en première ligne contre la pensée unique. Parce que la nouvelle droite, qu'est-ce que c'est ? C'est un courant de pensée, c'est un mouvement d'idées. Et que sont les idées si elles ne peuvent pas être débattues, si elles ne peuvent pas être expliquées, si elles ne peuvent pas se confronter à d'autres idées ? Or, le système a refusé cette confrontation, a dit non, vous n'avez pas le droit de penser, donc on ne va pas parler de vos idées puisqu'on vous interdit le droit de penser et d'exprimer des pensées. Donc très rapidement, la nouvelle droite s'est trouvée face à ce mur de la censure et donc a dû rentrer rentrer sur le ring, si je puis dire, du combat contre la pensée unique. Et c'est pour ça que c'est dans l'ADN de la revue Éléments et de la Nouvelle Droite, et que ce numéro hors série, je pense, je le remonte à la caméra, symbolise bien ce combat qui est l'un des combats fondamentaux de la Nouvelle Droite. Yaoud. Il y a aussi un fantasme hygiéniste derrière, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas tant, par exemple à la Nouvelle Droite ou d'autres, de penser ce qu'ils pensent, mais d'exprimer et de véhiculer, comme s'il y avait des idées, des cerveaux malades, pour reprendre une expression célèbre, et derrière des mots comme cordon sanitaire, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors il y a autre chose, d'ailleurs, Daoud, je rebondis, non seulement de l'hygiénisme, mais aussi quelque chose qu'on retrouvait chez les bien-pensants de l'époque de MacMahon, où on donnait, vous savez, ce monsieur l'avocat va à la messe, c'est pour se rendre respectable. Aujourd'hui, quand Alain de Benoît cite par hasard Marx, oui, mais regardez, c'est pour se rendre respectable. Je trouve que le vocabulaire est très significatif. Surtout, si vous regardez, on ne va pas se polariser uniquement sur Alain de Benoît, mais par exemple, la couverture médiatique de son dernier livre sur Rousseau, rien n'est dit sur le fond. Non, en fait. Rien n'est dit article sur de délation dans Libération, non, mais évidemment. même au-delà de la délation, en fait, tout n'est que posture. On a l'impression que le jeu intellectuel, y compris dans des articles moins malveillants, dirons-nous, comme dans le Figaro, on a l'impression que le jeu intellectuel, justement, n'est qu'un jeu, une espèce de comédie. Et je ressors souvent assez déprimé de la lecture de ce genre d'article, finalement. J'ai l'impression que tout n'est que pantomime. Et l'une des armes de la pensée unique contemporaine est, à mon sens, le fait qu'on ne jauge et qu'on ne juge plus justement sur les paroles ou les écrits de tel ou tel, mais sur des arrière-pensées fantasmées qu'on prête aux gens. Et ça, on ne peut pas se défendre quand on vous prête des arrière-pensées, quand on prétend analyser ce que vous avez dans votre cerveau, mais que vous n'osez pas exprimer. Et ça, c'est vraiment c'est la chasse aux sorcières, et c'est un des arguments les plus répandus à l'heure actuelle, notamment en effet pour dénier à la nouvelle droite le droit de parler, c'est dire oui, non mais ce que vous dites c'est très bien, c'est intéressant, c'est argumenté, mais on sait très bien que vous pensez derrière, vous pensez ceci, vous pensez cela. Donc forcément, il n'y a pas de débat possible sur des postulats. Parfois avec des escroqueries, des articles qui sont de véritables scandales. Mais on fait parler Alain de Benoît en citant des choses qu'il a écrites quand il avait 20 ans. Ce sont des projections mentales, c'est eux qui devraient s'interroger. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, sur en fait la concomitance entre la pensée unique et la bêtise. Parce que finalement, c'est bien ce que vous dites, c'est bien votre pensée, etc. Alors déjà, c'est très pratique parce que la plupart des journalistes, ils lisent la première page, celle du milieu et la fin. Donc en fait, ils connaissent rien du tout parce qu'ils n'ont pas du tout regardé. Mais au final, c'est beaucoup plus pratique de parler d'arrière-pensée. Parce que, mais attendez, en 1992, le 28 avril, vous avez quand même dit, si, c'est marqué là, à propos des races, mettons. Donc, vous êtes raciste ? Et je suis venu pour parler de Rousseau. Mais c'est quoi ? Non, mais quand même, les gens veulent savoir. Et aujourd'hui, le débat se résume à ça. C'est-à-dire que quelles sont vos arrière-pensées pour savoir si vous êtes validé ou validable par le système médiatique ou pas. Et la pensée unique, c'est aussi ça. C'est dire, monsieur, vous vous rendez compte, vous avez une pensée raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, que sais-je, parce qu'un jour, vous avez dit, oui, effectivement, les gens obèses sont malades, parce que ils sont obèses et risquent de tomber malades. Et machin. Ah, mais vous vous rendez compte quand même ce que vous dites ? C'est un fait, non ? Ah non, c'est pas un fait. C'est mal de penser ça. Et la pensée unique, c'est ça. Et comment lutter ? Est-ce qu'il y a des instruments de lutte ? On parlait de cette chose horrible, du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pôles de résistance ou d'indépendance sont attaqués au porte-monnaie. TV Liberté, l'Institut Iliade, un certain nombre d'organisations politiques, et ça va être difficile, il faut prendre le maquis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre le maquis, n'exagérons pas, nous ne sommes pas des résistants en 1942, mais bon, c'est une formule.
Moi, j'aime bien les notions de rumeurs populaires. Vous savez, et nos auditeurs ont dû l'entendre aussi, c'est Nicolas Quipet. Ce sont des expressions qui passent dans le langage public, qu'on le retrouve parfois même chez notre tante ou notre cousin qu'on croyait non politiques. Mais c'est en tout cas des choses qu'on sait, qu'on retrouve et qui se sont développées par des médias plus libres. Je pense par exemple au début d'Internet, même si on sent qu'aujourd'hui, l'État, les gouvernements centraux essayent de mettre la main sur Internet parce que c'est encore un espace de relative liberté. Mais on a vu qu'à chaque fois que des nouveaux médias arrivaient, par exemple le livre, eh ben on avait un espace de création, de liberté qui permettait d'avoir une vie, ou en tout cas une parole dissonante ou discordante, comme disait Xavier. Donc oui, là-dessus, c'est intéressant de voir justement comment le système aussi arrive ou en tout cas tente de mettre la main dessus. Mais par exemple, on l'a vu avec Twitter, ou X maintenant, qui a 1001 défauts, mais par contre, c'est encore un espace de relative liberté. On sait aujourd'hui, vous savez, il y a quelques années, on disait oui, mais d'accord, X, c'est un phénomène de personnes qui se parlent à eux-mêmes, de petites bulles, mais on sait aujourd'hui qu'une partie des décideurs mondiaux, ou en tout cas des décideurs politiques, ont vu, en tout cas, sur ce qui se dit sur les réseaux. Donc c'est intéressant de voir aussi comme ça des chemins de travers, des détours qu'on arrive encore à prendre pour faire créer en tout cas un discours contre-culturel ou en tout cas contre-système. Et là-dessus, c'est assez intéressant de voir comme ça des expressions qui viennent, comme tout le monde sait, du fameux bully, ou encore c'est Nicolas Quipet. Donc là, c'est intéressant. Twitter qui a quand même, on ne va pas consacrer une émission aux nouveaux réseaux sociaux, qui ont aussi une rapidité qui ne permet pas forcément d'élaborer une pensée très, très profonde et très construite. D'où la nécessité pour nos spectateurs de retourner au texte et de lire le dernier numéro d'Éléments, enfin le dernier hors-série. Mais de façon très concrète et très pragmatique, il faut déjà défendre ce qui existe, quoi. Voilà, donc en effet, vous avez parlé des problèmes auxquels sont confrontés différents médias. Ben déjà, il faut les soutenir avec tous les moyens avant qu'il soit trop tard, parce que ça peut aller très vite. Hein. On a parfois l'impression, vous savez, qu'on se plaint et qu'en fait, il n'arrive jamais rien. Mais si, des médias qui disparaissent, il y en a eu un paquet dans l'histoire des idées, notamment de notre camp politique au sens très large, notre famille, sensibilité. Donc il faut déjà soutenir, faire les efforts nécessaires pour soutenir ce qui existe de façon très concrète. Et voilà, faut pas le cacher, c'est déjà en donnant de l'argent et en s'abonnant, en abonnant des gens. Des revues comme Éléments, c'est des choses rares, c'est des revues qui sont quand même très riches, où justement on prend le temps d'avoir des perspectives sur le long terme, qui prennent de la hauteur. Justement, dans ce monde de Twitter, du zapping, c'est parfois bon de se poser et de pouvoir avoir cette distance et cette réflexion. Donc, c'est des choses précieuses. Ça peut paraître parfois un peu ringard, la presse écrite par rapport à d'autres médias, mais c'est complémentaire de beaucoup d'autres choses. Il ne s'agit pas de cracher sur YouTube ou sur... mais c'est complémentaire et c'est très important de garder ces outils de réflexion qui en effet sont comme des socles et des attaches à une pensée non conforme. Cher Xavier Aimant, chers amis, merci de votre présence. Encore, je rappelle les deux choses à vraiment, il faut vous le procurer le plus rapidement possible, en kiosque, le commander sur Internet, ne pas le voler, évidemment, hein, il faut l'acheter. Nous avons besoin de votre argent pour continuer ces revues. Cette revue Éléments, le dernier numéro, je vous le montre, hein, le dernier numéro consacré particulièrement aux 13 familles de la bêtise contemporaine, mais il y a plein d'autres choses. Il y a un entretien avec Laïbarc, avec Jean-Claude Milner, un merveilleux dossier sur le nudisme avec une très jolie fille, mais je ne sais pas qui c'est dommage. Et évidemment, La pensée unique, notre hors-série, qui, comme le rappelait notre ami Xavier Aimant, est un choix d'Artuc paru depuis plus de 50 ans dans Éléments, avec des articles d'Alain de Benoît, des entretiens passionnants, et toutes les grandes plumes d'Éléments, exactement. Donc je vous remercie, vous me retrouvez d'ailleurs le mois prochain pour la nouvelle édition du Plus d'Éléments, où nous parlerons avec nos invités du prochain numéro d'Éléments. Je vous remercie, bonnes vacances et bonne fin de vacances. Reposez-vous bien et lisez Éléments surtout. Au revoir.